Bonjour à toutes et bonjour à tous. Heureux de vous retrouver en compagnie d'Alice, de Mélanie, de Cécile et de Clément et surtout en compagnie d'un charolais absolument magnifique. Regardez comme cette bête est superbe. Savez-vous où se situe la région du Charolais et Charolles? Vous le situez sur la carte de France? Non. Alors je vais vous montrer. Regardez. C'est ici. Vous voyez? Là, ici, vous avez Charolles, au petit point rouge. Vous voyez, là, précisément. Alors ensuite, vous avez d'autres races. Évidemment, il n'y a pas que le Charolais. Vous avez le Limousin, vous avez la Ménanjou, qui se situe un peu par là. Vous avez également la Gasconne. Enfin, il y a plusieurs races qu'on appelle des races bouchères, c'est-à-dire des races qui donnent essentiellement de la viande et non pas du lait. Comment reconnaît-on la bonne viande à la mauvaise? Alors, il y a trois façons de pouvoir reconnaître une bonne viande d'une mauvaise. D'abord, il faut d'abord à l'œil. Ça se regarde, la viande. Alors, tu vois, par exemple, ici, tu as un gras, une graisse qui est superbe, qui est couleur ivoire. Il faut que la viande soit, le muscle là, soit d'un beau rouge franc, quelque chose d'éclatant. Il faut que ça dégage de la sincérité. Voilà ce qu'on voit d'abord à l'œil. Et puis ensuite, il y a l'odeur. Alors si tu te penches là-dessus, tiens, Cécile, Alice, pardon, mets ton nez là-dessus et sans voir. Approche-toi plus, mets ton nez dessus. C'est une odeur très naturelle, tu vois, c'est une odeur qui donne de l'appétit. Quand on met son nez là-dessus, on a envie de la manger, on a envie de la faire griller, on a envie de la faire rôtir, tellement ça sent ça n'a pas d'odeur particulière, c'est une odeur franche, tu vois ce que je veux dire? Ça donc c'est l'odeur, et puis il y a également le toucher. Alors, il ne faut pas avoir peur de toucher de la viande. Alors, les bouchers ne te laissent jamais faire, bien entendu. Mais quand il la prend, il est bien obligé de la toucher. Alors, tu vois, elle est à la fois ferme et en même temps, elle est élastique. C'est-à-dire quand on... Et puis, quelquefois, les bouchers, ils passent leurs doigts comme ça sur la viande. Et là, quand tu passes ton doigt là-dessus, on a l'impression qu'on est en train de caresser de la soie tellement elle est soyeuse, justement. C'est le mot que je cherchais, de la soie et soyeuse, voilà. De quel animal descend le bœuf? Ah, alors le bœuf, tu vois, avant que ça ne devienne une bête comme celle-là, il y avait l'auroch. Alors l'auroch, c'était il y a très très longtemps. L'auroch, c'était une bête qui avait des cornes d'1 mètre de long. Tu vois, celui-là a déjà vraisemblablement des cornes qui font 35-40 cm. Lui, 1 mètre de chaque côté. Énorme bête, 2 mètres au garrot, au moins. Gigantesque bête. Très, 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 très costaud, mais d'une agilité absolument extraordinaire. Beaucoup plus agile même que le bœuf. Tu vois, celui-là, il fait 830 kilos, m'a dit monsieur Denis Michel, qui est son propriétaire et son éleveur. 830 kilos, c'est beaucoup quand même. Hein. Il a 3 ans, celui-là. Alors, t'imagines l'auroch, ce que c'est? C'est-à-dire, c'était des bêtes qui étaient 5-6 fois comme ça. Énorme! Mais comment l'auroch est devenu le bœuf? Parce qu'on l'a domestiqué, parce qu'on l'a apprivoisé. Ça date de quand? 6-7 000 ans avant Jésus-Christ. 6-7 000 ans avant Jésus-Christ. Mais où et pourquoi? Alors, où? En Grèce d'abord, et puis en Asie mineure surtout. Et pourquoi? Parce que tout simplement, les hommes à cette époque-là, ils avaient besoin de manger, alors ils chassaient l'auroch. Mais ils se sont dit, après tout, si on les avait dans un enclos et qu'on puisse les tuer au fur et à mesure de nos besoins, ça serait quand même utile. Et puis ils avaient besoin de lait surtout, car la femelle de l'auroch donnait du lait, comme la vache donne du lait. Et puis ils avaient également besoin de cuire. Et puis ils se sont rendus compte que l'auroch, c'était quand même un animal qui était extrêmement pratique pour travailler, parce qu'avant l'invention du tracteur, maintenant, mais les bœufs travaillaient au champ. Avant, c'était l'auroch qui travaillait au champ, et alors on les attelait à une charrue, parce que ça a commencé comme ça, pour commencer à avoir des céréales, et l'auroch poussait la charrue. Pourquoi dis-tu pousser? Pourquoi je dis pousser? Parce que le bœuf, contrairement au cheval, lui pousse, parce que sa force est dans les pattes avant, alors que le cheval a sa force dans les pattes arrière, et que lui tire. Alors effectivement, tu n'en vois pas beaucoup actuellement des bœufs dans les champs, parce que c'est des tracteurs maintenant, mais le bœuf poussait la charrue, alors que le cheval tirait la charrue. C'est là toute la différence entre les deux animaux et leur force. Mais depuis quand mange-t-on du bœuf? On mange du bœuf depuis toujours, mon petit chéri, parce qu'on mangeait de l'auroch et maintenant on mange du bœuf. C'est rentré complètement dans les mœurs, c'est une habitude maintenant. Mais dans le temps, on ne mangeait que de vieux bœufs.
C'est-à-dire maintenant, on les mange à 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans. À l'époque, on attendait qu'ils soient très très vieux parce qu'on les faisait, on les laissait travailler au maximum de leur existence parce qu'on en avait besoin pour travailler. Alors que maintenant, on les élève uniquement pour les manger. Mange-t-on la viande de vache? Alors, bien sûr, on mange de la viande de vache. Je vais essayer de vous expliquer tout le mécanisme. Soyez attentifs. On va partir d'un veau. Hein. Imagine qu'on a un veau. Alors, le veau, il peut être mâle ou femelle. Choisissons la solution où il est mâle. S'il est mâle, on le castre, c'est-à-dire qu'on lui coupe ses organes génitaux, donc il ne peut plus reproduire, et il devient un bœuf. On lui laisse ses organes génitaux, il est un taureau, et il sert à la reproduction. Ça, c'est notre veau mâle. Maintenant, veau femelle. Alors là, 2 solutions. Le veau est femelle. On décide de l'engraisser pour en faire de la viande, et ça s'appelle un bœuf. Et on décide de lui faire des petits, c'est-à-dire de servir à la reproduction et du lait, et à ce moment-là, il s'appelle une vache. Alors bien sûr, on mange des vaches, on les mange en général quand elles ont terminé leur travail de donner du lait et de faire des veaux. Et à ce moment-là, on appelle ça des vaches de réforme. Mais quand on trouve des vaches de réforme, ça ne veut pas dire que c'est de la mauvaise viande. Au contraire, ce sont souvent de très très bonnes viandes parce qu'elles ont ensuite été, après avoir fait des petits et donné du lait, on les engraisse, on les remet au pré, donc elles se refont une belle santé et ça donne des viandes délicieuses. Est-ce que nous mangeons tout dans le bœuf? On peut pratiquement tout manger dans le bœuf. Si tu veux, le bœuf, schématiquement, hein, se divise en deux morceaux. Il y a les morceaux nobles et puis il y a les bas morceaux. Les morceaux nobles, ce sont les morceaux avec lesquels on fait des beefsteaks, avec lesquels on fait des rôtis. Tu vois, on peut faire griller, poêler, rôtir la viande. Ça, ce sont des morceaux dits nobles. Ces morceaux-là, on ne peut pas les manger tout de suite dès que l'animal a été abattu. Il faut les laisser rassir, comme on dit, maturer. C'est-à-dire on va les mettre au froid pendant 8 jours, 10 jours, idéalement 20 jours. Ils vont perdre un petit peu de leur eau de constitution, les muscles vont se resserrer et, bizarrement, en se resserrant, vont donner de la tendreté. Alors ça, c'est les morceaux nobles. Et puis il y a ce qu'on appelle les bas morceaux, c'est-à-dire les morceaux pour faire des pot-au-feu, pour faire des bourguignons, pour faire du bœuf aux carottes, pour faire des daubes. Ces morceaux-là, qu'on appelle bas morceaux parce qu'ils sont situés dans le bas de l'animal et non pas parce que ce sont des morceaux méprisables, bien au contraire, ce sont des morceaux absolument magnifiques. Ceux-là, ils se mangent, contrairement aux morceaux nobles, frais. C'est-à-dire que 2-3 jours après que la bête ait été abattue, on peut manger, faire tout de suite un bœuf bourguignon, par exemple. Et les triples, peut-on les manger? Ah bah oui, c'est très très bon. Alors les tripes, c'est un nom particulier qui est valable pour tous les animaux. Tous les animaux, on appelle ça les abats. Les abats, ou, un terme de boucherie, on dit c'est le 5e quartier. Alors, dans les abats, il y a le cœur, il y a le foie, il y a la cervelle, il y a la langue, il y a évidemment les tripes. Mais tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les abats. Mais est-ce que vous savez comment on élève les bœufs? Les bœufs. Vous n'avez jamais vu ça? Non. Comment on les choisit avant de les emmener à l'abattoir? Non. Eh bien, nous sommes allés dans une autre région de France où on produit également des bêtes de qualité, la Chalosse. Et là, vous allez voir comment on élève des bœufs. Regardez ça. Vous voyez? Alors, c'est une autre race. Regardez, ils n'ont pas du tout la même robe, pas la même couleur. Tout comme dans le Charolais, ils sont dans des prairies vertes, appétissantes. Et là, les voilà qui rentrent tranquillement à l'étable, car on va les préparer pour les présenter, ce qu'on appelle le marché à bestiaux. On les emmène donc à l'étable, car évidemment, l'éleveur va essayer de mettre tous les atouts de son côté pour que les acheteurs puissent les acquérir. Alors voilà, vous voyez, ça c'est un éleveur, il est en train d'astiquer, il brosse consciencieusement. Et voilà, on est à la foire aux bestiaux. Alors écoutez ce que dit un spécialiste. À la hampe, il a aussi le gras qu'il faut. Il n'y en a pas de reste.
Ici, le maniement de la Loyau est bien garni comme il faut. Et doucement. Ils sont pas loupés un arrière. Non, un arrière extraordinaire. Et ici, vous avez le degré d'engraissement qui est parfait. On peut dire au demeurant que c'est vraiment une bête exceptionnelle. Voilà. Et alors après, évidemment, le marché est conclu. Le boucher est fait tuer à l'abattoir. La bête est découpée en quartiers, comme vous le voyez, avec une grande scie. Elle est vendue au boucher soit en demi-carcasse, comme vous voyez là, soit en carcasse entière, ou en quartiers, des quartiers avant et des quartiers arrière. Et là, nous allons chez un boucher. Et vous allez voir ce travail extrêmement délicat, car la découpe de la viande, c'est un art. Hein. C'est un métier très, très noble que le métier de boucher. Alors, moi, je vais vous proposer quelque chose. On va, si vous voulez, hein, si vous me dites non, on ne le fait pas. On va aller dans la cuisine et j'ai envie de vous montrer une façon de faire cuire les beefsteaks que vous ne connaissez peut-être pas. On y va? Oui. Alors, allons-y. Je vais vous montrer quelque chose. J'espère que je vais vous apprendre quelque chose. Alors, je vous ai pas dit le nom de notre plat. À votre avis, ça s'appelle comment? Ça, c'est quoi comme viande? Du bœuf. Et ça, c'est quoi? La ficelle. Un bœuf à la ficelle. Alors, pour faire un bœuf à la ficelle, il faut d'abord 1 litre ou 1,5 litre de bouillon. Donc, pour faire un bouillon, ou bien vous avez fait un pot-au-feu, il vous reste un consommé formidable avec du goût très parfumé, et ça, c'est l'idéal. Sinon, vous achetez dans le commerce des petits paquets comme ça de bouillon tout préparé, et puis vous les mettez dans l'eau. Et vous allez avoir un consommé qui va finalement être très très convenable. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, il vous faut un beau morceau de bœuf. Alors vous demandez par exemple, comme c'est le cas là, un pavé de drumstick. Votre boucher, vous lui demandez, est-ce que vous avez de la bonne viande? Voilà comment je voudrais la faire cuire, car c'est important de toujours demander, d'expliquer à son boucher ce qu'on veut faire avec de la viande. Il faut établir avec son boucher des rapports presque amicaux si on veut manger de la bonne viande. Alors vous lui dites, je voudrais faire un bœuf à la ficelle, lui il sait ce que c'est. Alors il va vous trouver un très beau morceau de drumstick, il va vous l'emballer comme ça avec une ficelle pour que lorsque vous le plongerez dans votre bouillon, il n'y ait aucun risque. Alors vous voyez, vous allez prendre un bouillon comme ça, vous l'ouvrez. Tiens, tu veux pas Clément m'en ouvrir un autre? Voilà. Moi j'en mets 2 parce que j'ai envie que ça soit très corsé. Alors vous voyez, dans de l'eau bouillante, vous mettez votre petit cube. Vas-y mon petit lapin, tu les mets dedans. Voilà. Et là, vous avez votre consommé qui est prêt. Est-ce que vous aimez la viande saignante, bleue? Oui, saignant. Tout le monde saignant? Saignant, c'est 4 minutes. Alors vous pouvez pas vous tromper. Tiens, mets-moi ça à 4 minutes, mon petit lapin. Voilà, 4 minutes. On sait que quand ça va sonner, ça sera cuit. Chacun va prendre son morceau de viande, allez-y. Prenez votre morceau de viande, on prend tous notre morceau. Tiens, prends le mien si tu veux. Prenez-le par l'extrémité de la ficelle et regardez ce qu'on fait. Hop là! Et voilà. Viens près de moi. Garde ta ficelle. Plongez-le. Allez-y. Et voilà. Et vous voyez, on est là, on tient tous notre petit bout de ficelle parce qu'on ne veut pas se laisser prendre notre viande. 4 minutes plus tard, ça va sonner. Alors évidemment, elle ne va pas être croûtée comme quand on la fait revenir dans de l'huile ou dans du beurre. Elle va rester, vous allez voir la couleur très très sympathique qu'elle a. Et voilà. Hop, c'est fini. Tiens, passe-moi le plat. Approche-le, tiens-le. Moi, je prends ton morceau. Voilà. Et alors, tout le monde sort son petit morceau et on le met dans le plat. Voilà. Très bien. Et là, regardez, on va le mettre, le four est tout à fait tiède. Tiens, glisse-le. Tu peux y aller, franchement. Voilà. On va le laisser comme ça, porte entrouverte, pendant 5-6 minutes. Là, on n'en a plus besoin, on est à le gaz. Et on va se régaler. Alors, je vous propose une chose. Vous allez vous installer dans la serre. J'attends. Et hop, on va le manger. Allez-y, mes petits chéris. Et voilà. Salut. À la semaine prochaine avec, je l'espère, d'autres produits et d'autres ingrédients.